Eh bien, bonsoir. Bienvenue dans ce deuxième et dernier webinaire des Portes ouvertes éco-bâtisseurs 2024. Ce soir, nous allons nous intéresser à un sujet relativement technique, mais ô combien important. Et donc, c'est la question de l'isolation des façades, avec un focus sur les façades en ville, puisqu'effectivement, la typologie entre une maison quatre façades ou une maison mitoyenne n'est pas la même. Et donc, on essaiera de décortiquer le sujet au maximum. Et donc, ce webinaire a lieu, comme je l'ai dit, dans le cadre des portes ouvertes éco-bâtisseurs. Alors, en termes pratiques, ben, vous l'aurez remarqué, les micros sont coupés. On vous propose plutôt de poser vos questions via l'onglet questions-réponses que vous trouverez dans le bas de votre écran, donc le bas à droite, le petit onglet avec le point d'interrogation. Et nous essaierons de collecter les réponses pour y répondre en fin d'exposé. On verra un petit peu comment les choses se mettent en place, mais a priori, c'est ça le canevas que l'on souhaite vous proposer. Alors, la courtoisie et le respect dans les échanges, ben, ça paraît évident, mais enfin, voilà. C'est toujours bien de le rappeler que c'est un webinaire où on essaiera de répondre aux questions et on essaiera d'être courtois dans nos échanges. Un petit mot sur les portes ouvertes éco-bâtisseurs, donc qui se sont terminées le week-end dernier. Donc, c'est une opération qu'EcoConso mène en collaboration avec le Bon Beter Leef Milieu sur Bruxelles, mais aussi en Wallonie et en Flandre. Nous en sommes à la 13e édition. Et donc, les portes ouvertes éco-bâtisseurs, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est vraiment une vitrine sur l'habitat durable, puisque l'objectif est que les personnes qui ont envie de rénover, de construire de manière écologique, puissent rencontrer d'autres personnes qui l'ont fait, visiter des bâtiments, découvrir les techniques. Et donc, cette année, ça représentait 70 logements en Wallonie et à Bruxelles. Donc, Bruxelles, il y avait plus de 20 logements qui étaient ouverts. Et donc, c'était les deux premiers week-ends de novembre. Et on vous donne dès à présent rendez-vous pour l'édition 2025. Vous avez toutes les informations sur notre site ecobâtisseur.be. Il reste encore une petite activité, donc c'était pas tout à fait exact ce que j'ai dit, mais qui est malheureusement complète. Donc samedi prochain, il y aura un dernier tour thématique autour de la question des matériaux naturels avec deux visites à Bruxelles. Mais voilà, maintenant, les inscriptions sont complètes et il n'y a pas de possibilité de s'inscrire. Mais voilà, avis aux amateurs pour l'année prochaine, puisque à côté des visites de logement, on organise aussi des webinaires comme ce soir et également une visite thématique. Alors, les portes ouvertes éco-bâtisseurs sont organisées par l'ASBL EcoConso, qui peut aussi répondre à vos questions. Donc, on a ce soir HomeGrade, qui est l'interlocuteur principal, on va dire, à Bruxelles en termes de questions en lien avec la rénovation et la construction. Mais si vous ne trouvez pas vos bonheurs ou si vous souhaitez aussi interroger EcoConso, on est aussi là pour vous. Donc, avec un service conseil accessible par téléphone du lundi au jeudi et une adresse mail qui peut être consultée et interrogée tout le temps, évidemment. Vous trouverez aussi pas mal d'informations sur notre site ecoconso.be. Et comme c'est mis ici, c'est concerne la construction, mais aussi de manière plus large, tout ce qui est consommation, énergie, déchets, santé, environnement, etc. Alors ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir deux intervenants de grande qualité. Donc d'abord, nous écouterons Julien Kessler de Up Architect qui nous fera part de son expérience en matière d'isolation de façade et qui nous parlera effectivement de l'isolation par l'intérieur, par l'extérieur, puisque c'est deux techniques qu'on peut utiliser. Parfois, on est contraint d'en utiliser l'une plutôt que l'autre, donc on abordera ces questions-là. Et en deuxième partie, nous aurons Sophie Holmans de HomeGrid qui nous parlera plus spécifiquement de l'isolation du pignon et des murs mitoyens, avec des outils aussi développés là par HomeGrid qui complétera l'exposé de Julien. Et donc, sans plus attendre, j'arrête mon partage d'écran et je passe la parole à Julien, que je remercie. Bon webinaire. Voilà, bonjour. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Je ne suis pas sûr que ça passe. Oui, ok. Bonjour à tous, donc Julien Kessler, je fais partie d'un bureau d'architecture. Non, voilà, on fait partie d'un bureau d'architecture de cet architecte. C'est un petit bureau à l'échelle bruxelloise. On est principalement concentré sur la rénovation de bâtiments avec des matériaux durables. Donc, c'est une thématique
J'imagine qu'il peut en intéresser certains d'entre vous. Et donc, on fait face beaucoup à des projets de rénovation de maisons unifamiliales. J'imagine qu'une partie d'entre vous viennent pour ça ici. Euh, alors, c'est une formation qui est normalement 1 heure et demie. Je vais essayer d'aller un peu plus rapidement, enfin beaucoup plus rapidement. Mais voilà, donc il est possible que je passe quelques slides, mais vous aurez peut-être l'occasion de les lire à votre aise par la suite. En isolation de façade, le plus simple, évidemment, c'est d'isoler une façade par l'extérieur. On ne perd pas d'espace à l'intérieur, on va pouvoir peut-être revoir le revêtement de façade, ainsi de suite. Donc là, c'est un exemple qu'on pourrait imaginer. On va venir avec un isolant de type EPS graphité, on va retrouver un crépi dessus. Attention, le PS graphité est assez intéressant, mais il est parfois un peu moins solide pour les soubassements. On peut imaginer un coup de pied d'un enfant, une balle de foot ou autre chose. Donc, on va utiliser un EPS graphité haute densité. Dans ce cas-ci, un XPS parce que l'isolant était fortement enterré. Pour les questions que j'ai, donc on est parti sur cette version-là. On va retrouver donc ce crépi. On aime bien trouver un crépi de teinte différente en soubassement. Car en soubassement, on a souvent des claboussures de la terre, ou des poussières, ainsi de suite. Et donc, une teinte blanche fonctionne un peu moins bien. Voilà, donc on a un isolant plus résistant et une teinte légèrement différente. Pour que la façade soit un peu plus riche d'un point de vue esthétique, on a proposé de retrouver entre les châssis un peu de bardage. On va le voir ici. Et donc, ça permet de quand même un peu égayer les façades de type crépi. Elles sont parfois très, très lisses, très monotones. Ça permet d'un petit peu apporter une petite touche de matérialité différente là-dessus. Voilà. Et donc, derrière le bardage, on va trouver un autre type d'isolant qui, lui, n'est pas ne doit pas être crépi. Il va retrouver un bardage un parapluie là-dessus. Voilà. Premier exemple. Un autre exemple, c'est cette façade-ci. C'est une façade arrière d'un bâtiment à Uccle, où le maître d'ouvrage voulait vraiment essayer de limiter son impact environnemental. Et donc, on est parti sur le choix d'un matériau de type liège. Le liège est un isolant relativement intéressant. Son impact environnemental est évidemment moins grand qu'un isolant issu de la pétrochimie. Et donc, ce liège peut aussi être recouvert d'un crépi. Donc, on va retrouver le même genre de fixation que le PS graphité pour le recouvrir d'un crépi. On doit être attentif au raccord au niveau des châssis. Dans ce cas-ci, on a été placé des nouveaux châssis. Vous voyez que l'ancienne façade, on l'a revu, on a réavancé le châssis par rapport au balcon, on a enlevé cette véranda qui est toujours un souci d'étanchéité en partie supérieure, ainsi de suite. Et donc, on va trouver une façade un peu plus lisse, on a fait une large baie vitrée. Et bien, ce châssis, on va tant que possible le poser dans l'épaisseur d'isolant. On verra un peu plus tard aussi. Dans un nouveau projet, mais je n'ai malheureusement pas les images encore aujourd'hui, c'est un de mes collègues qui s'en occupe. On peut aussi décider de laisser le liège apparent, donc de ne pas le recouvrir d'un crépi, c'est possible aussi. Il va potentiellement un tout petit peu s'éclaircir avec le temps, un peu plus grisonner par rapport au temps. Et donc, ça, c'est aussi parfois plus intéressant. On n'a pas la couche de crépi à placer. Par contre, s'assurer que la couche de finition soit la couche de finition liège, soit une couche adaptée pour ne pas être encore crépi. La plupart des lièges peuvent le permettre, mais pas tous. Attention à ça. Un des avantages de ça aussi, c'est qu'on va assurer la démontabilité future de l'isolant. Je m'exprime. La construction à Bruxelles est aujourd'hui responsable de 40% des déchets dans la région bruxelloise. En Wallonie, on ne va pas être très loin de ça non plus. Et donc, il est intéressant de se dire que les matériaux qu'on met en œuvre aujourd'hui ne soient pas des déchets qu'on va pour demain, que ce soit des éléments qu'on puisse réemployer. Et donc, cet isolant liège sur lequel on va coller un crépi, il va être compliqué à défaire. Donc, ce crépi ne sera pas facilement enlevé puisqu'il a été collé d'une certaine manière avec la pâte de crépi. Et donc, on peut se poser la question si finalement un liège laissé apparent sans finition, il sera peut-être plus facile à employer. On peut le démonter, le réutiliser dans un autre façade, par exemple, ou dans un autre usage. Ça, c'est des fixations qu'on voit donc dans ce cas-ci qui va traverser l'isolant. C'est le même genre de fixation qu'on utilise pour le PS graphité, le premier isolant qu'on a vu. Il est intéressant d'utiliser des fixations avec une coupure thermique. En fait, la vis ne va pas jusqu'à la surface extérieure. Il y a un petit morceau de plastique ici qui assure que le froid extérieur doit d'abord traverser un plastique isolant avant de toucher la vis en métal qui, elle, conduit beaucoup plus de froid. Donc, à moins de faire attention aux fixations. Voilà, je vais un peu passer parce qu'on n'aura pas le temps de tout voir. On peut aussi se poser la question de l'isolation des façades existantes dans l'épaisseur de la coulisse. En fait, les bâtiments, après les années, peut-être que Sophie pourra préciser avec moi, mais je pense après les années 60-70, on a commencé à voir apparaître des briques de parement. Donc, c'est un mur porteur, une lame d'air et puis une brique esthétique côté extérieur. Elles peuvent se reconnaître. Oh, attendez, je vais un peu trop vite. Hop, non.
dans le mauvais sens. Voilà. On peut parfois le voir lorsqu'il y a des joints on voit des joints au-dessus des châssis, on voit que toutes les briques sont posées dans le même sens, ainsi de suite. Il y a quelques indices qui peuvent nous permettre de le voir. Eh bien, lorsqu'il y a un espace entre ce mur porteur et vos briques de parement, si cet espace est relativement important, entre 3 5 cm, il est possible d'aller insuffler un isolant dans la coulisse et ça permet à moindre coût de déjà améliorer la performance du mur. Alors, on ne sera évidemment pas du tout aussi bon que le cas, on va mettre un isolant sur la façade, mais c'est parfois une solution pour ne pas toucher à l'esthétique de la façade extérieure, ou lorsqu'on n'a pas le budget pour aller payer cette isolation importante extérieure, ça peut être une solution aussi. Voilà. On va avoir donc de l'ordre de 3 à 5 cm, alors que l'isolant qu'on va mettre ici va varier. Dans ce cas-ci, on avait mis 20 cm de liège. Voilà, donc on n'a pas la même performance, mais c'est déjà un premier effort et ça permet de couper un peu le froid en hiver. Alors, je n'ai pas le temps de tout voir aujourd'hui, mais on peut aussi imaginer isoler une façade par l'extérieur avec un panneau, pardon, c'est le cas qu'on a vu. On peut aussi imaginer de mettre un isolant avec une grille de parement, pardon, en enlevant la grille de parement. On peut aussi imaginer mettre une fibre de bois avec un crépi. On peut aussi imaginer une structure en bois et puis un parement de type bardage, zinc, brique ou autre chose. On peut se retrouver des panneaux plus performants, le panneau polyuréthane ou polyuréthane et polyucyanurate, le pur et le pire de la construction. Et là, on met également le parement qu'on disait dessus, un bardage, une brique, du bois, du zinc, un peu tout ce qu'on disait dessus. Alors, en isolation par l'extérieur, les points d'attention, c'est d'assurer que la paroi soit verticale. Dans les vieilles maisons, on trouve parfois des parois qui penchent dans une direction ou dans une autre. Assurer que la paroi soit relativement plate et verticale. Lorsqu'on a des gros creux ou des différences d'épaisseur de briques, parfois il faut être attentif dans l'étude de l'isolation qu'on va faire. Est-ce qu'on met des panneaux différents d'épaisseur d'isolant? Est-ce qu'on va combler éventuellement aux interstices ou autre? Tout ce qui pourrait déborder aussi de votre façade doit être en recul, un balcon, un beau window, on peut avoir des balcons rentrants, ainsi de suite. Comment est-ce qu'on va régler ces points-là? De manière de fixer l'isolant. Parfois, la colle suffit, mais dans beaucoup de cas, il faut quand même une fixation mécanique qui assure que l'isolant tiendra dans le temps aussi. Donc, ça, il faut être attentif à ce que le matériau mis en œuvre exige. Vous trouvez ça sur les fiches techniques des matériaux, mais également chez Buildwise, il y a quand même pas mal d'informations. C'est l'ancien CSTC. Leur site est quand même assez fourni. Et chez Homegrade, il y a aussi pas mal de fiches et d'astuces pour la pose isolant. Alors, on va aussi réfléchir à la continuité d'isolation avec les autres parois. Lorsqu'on isole une façade et qu'un jour on isole le toit, il faut bien penser à ce que les deux matériaux se connectent entre eux. Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on a isolé la façade et puis on a isolé le toit et on n'a pas réfléchi à la jonction entre les deux. Donc là, on a potentiellement un pont thermique qui peut s'essaimer. La même question peut se poser avec le mur qui va se trouver sous le sol, l'isolation des murs voisins, ainsi de suite. Donc, pas des questions faciles, on n'a pas toujours le budget pour tout faire aujourd'hui, mais pensez si vous faites une isolation de façade, qu'est-ce que j'imagine comme isolation pour les autres parois limitrophes et comment je vais assurer que les isolants se touchent. On ne pourra peut-être pas assurer un contact sur toute la largeur de l'isolant, mais si on peut assurer un contact sur 4-5 cm, c'est déjà quelque chose qui va limiter le pont thermique entre parois. Et parfois, ce n'est pas possible de le résoudre, mais voilà, on peut essayer de faire un maximum d'efforts là-dessus. Un autre point d'attention, c'est les châssis. Je voulais revenir là-dessus. Donc, lorsque on a des projets, on va isoler par l'extérieur. Alors, je ne suis pas sûr que vous voyez bien à l'écran, mais le châssis, nous, on propose de le poser. Alors, ça, c'est mon mur porteur et que mon isolant vient ici derrière. Je propose que mon châssis porte 2 cm sur le mur porteur pour que le temps que je pose le châssis et que je fixe correctement le châssis avec toutes les pannes de fixation, eh bien, qu'il pose correctement. Mais je mets un maximum du châssis dans l'épaisseur d'isolant de sorte à ce que le contact isolant du châssis touche bien l'isolant de ma façade qui va se trouver ici. C'est important. Et donc, en sélection aluminium, c'est relativement simple. Voilà, on voit le seuil qui est tenu au châssis. C'est un châssis où je ne dois pas sortir et marcher sur le seuil, donc c'est relativement simple. Mais on peut se poser la question, dans certains cas, les communes imposent sur des châssis des aluminium, et surtout, lorsque vous avez une porte-fenêtre qui a un accès nécessaire vers l'extérieur, on ne peut pas marcher sans aluminium, donc il faut penser à mettre un seuil en pierre bleue. Et là, on peut aussi aller de manière basique, on va mettre une cornière métallique. C'est la première photo que vous voyez ici. Attention, le métal va faire passer le froid de la pierre bleue dans votre mur porteur. Donc l'isolant va se trouver, il n'est pas là, hein, mais vous imaginez bien sous le seuil en pierre bleue ici. Donc attention, là, on a quand même du froid qui passe. C'est déjà un bel effort d'isoler la façade, mais on a quand même un pont thermique qui reste ici. Et puis, on peut retrouver d'autres systèmes qui sont des cornières en plastique. Donc, elles sont
Alors, j'ai oublié la valeur, mais je pense qu'elles sont 50 fois plus isolantes que la corone métallique ici. Ça reste un bel effort. Vous avez la marque ici en dessous, il existe plein de marques. Il existe aussi des systèmes qui sont des cadres isolants dans lesquels on va alors fixer le châssis. C'est vraiment une mousse assez dense, qui est encore plus isolante que la cornière ici, dans laquelle on va fixer le châssis. Mais là, évidemment, on ne peut pas porter le seuil en pierre bleue dessus. Sur cette cornière Salico, on pourrait poser une pierre bleue si c'est nécessaire. Voilà. Donc, c'est encore des astuces au niveau attentif. Voilà, j'essaie d'aller assez vite pour voir avec vous aussi d'autres points. On pourrait imaginer une isolation par l'intérieur. Alors, je vais prendre un peu l'extrême. C'est un des premiers bâtiments très basse énergie. C'est le bureau A2M, connu à Bruxelles, hein, qui avait proposé une isolation. Vous voyez, on a une belle façade avec des briques, de parement, tout un appareillage de pierre. On ne peut pas toucher à cette façade. Donc, vous avez proposé, alors c'est un peu extrême, mais proposé d'isoler par l'intérieur en désolidarisant les planchers, donc en enlevant l'application des planchers qui étaient dans les murs de façade et en retrouvant donc une série de colonnes et de poutrelles métalliques qui vont soutenir cette façade. Donc on a finalement l'ancien mur porteur devient finalement une brique de parement. On va retrouver une nouvelle structure qui va soutenir les planchers, on va trouver une nouvelle structure. C'est assez extrême comme solution, et donc c'est proposé ici, c'est de trouver une cellulose ici à l'intérieur, mais c'est assez extrême, c'est très coûteux, ça implique des gros travaux de stabilité, donc pour moi c'est quelque chose qu'on ne va pas imaginer dans tous nos projets, c'est relativement compliqué. Donc on a un autre projet ici fait par le bureau, d'ailleurs c'est la photo de la présentation du webinaire. On a aussi une façade historique bruxelloise, et dans ce bâtiment-là, on s'était mis pour objectif d'atteindre le standard passif en rénovation. Alors, sachez qu'à Bruxelles, aujourd'hui, il y a une quinzaine de logements rénovés passifs, dont 4 dans ce bâtiment-là. Ça veut bien dire que ce n'est peut-être pas ce qu'il faut réaliser dans tous nos bâtiments, mais c'était pour nous l'occasion de tester jusqu'où on pourrait pousser la rénovation énergétique et pouvoir dire, OK, est-ce que c'est possible d'arriver à la même exigence que les bâtiments neufs en rénovation? On ne le fera peut-être plus de manière aussi poussée. On a pris pas mal de points à ce chantier-là, mais c'était voilà, très intéressant. Alors, ici, on a donc un appartement par étage. On va retrouver donc des locaux de séjour à l'avant. La façade va être isolée par l'intérieur, donc on a des locaux de séjour qu'on ne peut pas trop réduire. Donc, ce qu'on a proposé, c'était un projet démarré en 2012. À l'époque, l'isolant le plus résistant, c'est des panneaux de mousse résolique entre-temps, les panneaux purs et pires commencent à avoir des performances, enfin, ont des performances similaires à ces panneaux mousse résolique. L'avantage est très isolant pour une très faible épaisseur. On va retrouver donc le mur existant, on va retrouver ce panneau Résol 12 cm, et puis on va mettre le frein vapeur sur toute la façade côté intérieur, et puis on va retrouver une contre-cloison technique qui va permettre de passer les tuyaux de chauffage, électricité, ainsi de suite, sans percer ce frein vapeur, et puis la plaque de finition J-Proc ou Fermacell, qui est une version un peu plus écologique. Ça permet d'avoir une très bonne performance sur une très, très faible épaisseur. Attention, isoler par l'intérieur, c'est très compliqué. C'est quelque chose que je ne mettrai pas en place sans être accompagné par un bureau d'études ou un entrepreneur qui s'y connaît suffisamment. C'est vraiment à éviter tant que possible. On isole tant que possible par l'extérieur. Et à vrai dire, cette solution-là, on la met plus beaucoup, enfin, on la met plus du tout en place dans nos projets aujourd'hui. C'est dans ce projet-là, c'est parce qu'il y avait un objectif de très haute performance. Aujourd'hui, on ne vise plus la même chose dans nos projets. Voilà. Ce qui pourrait être problématique, mais c'est un peu court à expliquer ici en une demi-heure, c'est que si on va un peu dérégler le comportement du mur, en isolant par l'intérieur du mur, eh bien, tout ce vieux mur de briques va se trouver potentiellement complètement gelé en hiver. Et donc, s'il y a de l'humidité qui arrive par l'intérieur, votre douche, l'air que vous respirez, ainsi de suite, et par l'extérieur, les pluies battantes, et ainsi de suite, si cette humidité rentre dans le mur et n'arrive pas à correctement s'évacuer, eh bien, elle va s'accumuler. Et puis, si d'un coup, il y a une grosse quantité d'eau, et s'il gèle, cette eau va gonfler, ça va faire un glaçon, et donc, ça pourrait créer des fissures et des manques de stabilité. Et de plus, ce mur en maçonnerie, dans les vieilles maisons bruxelloises ou même en Wallonie, hein, peu importe, on a souvent des planchers en bois dont les gîtes sont portés dans le mur. Donc, le morceau de bois rentre dans le mur en maçonnerie. Bah, s'il y a beaucoup d'humidité qui s'accumule autour de ces gîtes en bois, elle pourrait pourrir, et donc ce plancher pourrait complètement se dégrader et le plancher pourrait s'effondrer. Alors, dans ce cas-ci, donc il existe le guide Isolin qui avait été réalisé par la région Wallonne. Le lien est à la fin de la présentation. La plateforme Vision Passive Objectif Zéro a également fait un résumé de quelques types et donné un peu d'infos là-dessus. Donc, voilà, l'isolation par l'intérieur, c'est vraiment à prendre avec des précautions. Je ne le ferai pas sans être accompagné par un bureau d'études qui s'y connaissent.
Dans ce cas-ci, c'est relativement, on a pu limiter la casse parce que, c'est ce que je vous montre, moi, je regarde juste, oui, c'est bien là. Je reviendrai là-dessus pour dire que c'est les bases. Voilà, donc on isole par l'intérieur. On a décidé, on va décaper, on va placer l'isolant, on doit placer les châssis au même endroit si on n'a pas trop le choix, dans le façade. Donc l'isolant se trouve derrière le frein vapeur ici, on met bien le frein vapeur, on monte la structure pour faire la contre-cloison. Donc c'est là-dedans, on voit déjà ici des tuyaux de chauffage qui passent, entre autres. Donc ça permet de s'assurer qu'on ne va pas percer ce frein vapeur à cet endroit-là. On a fait un chauffage mural de ce type-là dans le projet. On isole avec la fibre de bois. On vient le couvrir l'ensemble avec du fermacell, une version écologique du J-Proc, et voici le projet fini. Dans ce cas-ci, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a dû couper les moulures, c'est des belles maisons avec des belles moulures, et donc il est possible de faire refaire des moulures par des entreprises spécialisées qui viennent alors faire un moule et voilà, une anecdote. Au niveau des châssis, évidemment, sur le retour de mur ici, j'ai une moins grande épaisseur d'isolant. J'ai mis le maximum que j'arrivais à placer, c'est de l'ordre de 3 cm que j'ai pu mettre ici. Voilà. Donc, l'isolant dont on parlait tout à l'heure. Pour limiter la prise de risque ici, on va faire une étude dynamique, logiciel Woofy, qui va permettre de simuler heure par heure durant une année, enfin, durant 10 années, selon la rotation, les pluies, le vent, qui est sur une façade la même en rotation et le même complexe. Et donc, on va pouvoir vérifier surtout si, au cours des années, la tendance de l'eau dans le mur a tendance à augmenter ou à baisser. Et ce qu'on voit ici, c'est que la tendance de l'humidité dans le mur a tendance à baisser sur les 10 années, ce qui est bien. On part dans l'idée que au début du chantier, il y a peut-être un peu d'eau qui est arrivée par les interventions de l'homme, un peu de pluie, ou on a mis un cimentage ou autre chose, mais qu'il est important que cette unité n'a pas tendance à augmenter. Le risque est aussi relativement limité dans notre cas, puisque, ce que l'on voit après, non, je vais le voir ici, on a une façade qui est orientée nord-est. Les pluies principales en Belgique, c'est sud-ouest. On a une façade qui est recouverte d'un enduit minéral, donc elle va moins absorber la pluie qu'une façade en brique. Et côté intérieur, on a bien le frein vapeur qui va éviter l'apport d'eau dans ce complexe de murs. Et on a une ventilation de flux qui a aussi une bonne ventilation du local et que l'apport d'humidité est relativement limité. Le local est aussi un séjour, ce qui est évidemment moins humide qu'une salle de bain. Avec toutes ces conditions-là et surtout l'étude dynamique, on a pu prouver que le risque est limité. Et malgré ça, on a quand même fait une trappe d'accès. Alors là, ce chantier s'est terminé il y a 9 ans. Je me suis dit qu'après les 10 années, j'allais une fois ouvrir la trappe et vérifier si je vois un souci au niveau de ce mur et si cette gîte est en train de pourrir ou pas. Il y a toujours temps potentiellement d'aller intervenir sur ces éléments-là. Aussi, j'ai pu voir la bonne mise en œuvre de ce frein à vapeur par un test d'étanchéité à l'air. Malgré notre expérience au bureau, il y avait certains petits tapes qui étaient mal collés au coup de cutter placé derrière un chevron ou l'autre qui n'était pas visible à l'œil nu. Et donc aussi, lorsqu'on isole par l'intérieur que le frein à vapeur est nécessaire, je vous conseille vivement de faire une inspection visuelle, mais aussi par un test blower door qui permet de mieux sentir les infiltrations et exfiltrations. Voilà. La question qu'on pose aussi souvent lorsqu'on est en isolation par l'intérieur, c'est est-ce que les maîtres d'ouvrage veulent faire toute la bagatelle d'études complète ou est-ce qu'on se limite à une étude un peu plus soft potentiellement? Est-ce qu'on va sur un isolant qui respire un petit peu plus et on limite la prise de risque? Mais il y a toujours une responsabilité à isoler par l'intérieur, une responsabilité que l'architecte ne peut pas couvrir. Il est là pour donner des conseils, mais il n'est pas responsable de ce bâtiment ancien et donc il essaie de nous apporter des pistes mais ne peut pas être responsable de tout ça. Donc, c'est toujours une discussion qu'on a avec le maître d'ouvrage. Comment vous sentez-vous par rapport à la prise de risque? Est-ce qu'on fait par rapport à ce point-là? Est-ce qu'on fait une étude complémentaire, ainsi de suite? Voilà. Alors, il est généralement recommandé aussi, lorsqu'on isole une façade par l'intérieur, d'aller isoler le retour de mur ici. On ne l'a pas fait dans le projet ici pour éviter de perdre l'esthétique des moulures et tout le reste, mais c'est possible. Et ce que je vais juste vous montrer ici, c'est qu'un retour isolant de 30 cm ou de 60 cm permet de couper le pont thermique par 3 ou par 14. Donc, le retour isolant a quand même son sens, mais un projet n'est pas un autre. Et donc, voilà, un peu à vous de décider si vous désirez le mettre en place. Je pense aussi que le fait que le bâtiment soit ventilé par ce double flux, le risque de condensation dans le coin ici est relativement limité. Dans l'espace de séjour, la température ici est à 15,5 degrés, ce qui est encore relativement élevé. Je suis pas dans une salle de bain humide, sans ventilation, donc le risque est relativement limité. Et on peut aussi décider dans le temps d'aller isoler. On peut aussi se dire, voilà, le risque est limité, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on prend le risque, et si la condensation apparaît, il est toujours temps d'aller remettre un peu d'isolant et faire ce retour isolant qui s'assure que, alors si je reviens là, ici j'ai une température de 18 degrés, et là j'ai 19 degrés, donc on est beaucoup plus proche de la température intérieure.
Voilà. Dans un autre cas, on a décidé d'isoler la façade par l'intérieur avec une fibre de bois complète et puis une contre-cloison, pardon, un liège et puis une contre-cloison en fibre de bois. C'est une façade, alors on voit pas la façade, mais elle était du même type que ce qu'il y a en face ici, une brique apparente. Donc le maître d'ouvrage a essayé de prendre le risque d'isoler par l'intérieur. L'avantage qu'on a ici, c'est que le matériau est peut-être un peu plus naturel. Mais entre-temps, nous, on propose de travailler avec d'autres matériaux. Je vais venir plutôt ici dessus. De prendre des matériaux qui vont euh, un peu plus assurer la respirabilité du mur. Donc, si on travaille avec des matériaux pierreux, on peut retrouver du multipore ou des matériaux de type ISO-M, chaud-chanvre. Ces matériaux qui vont un peu moins perturber la respirabilité du mur. Il est certain qu'un panneau mousse résol, c'est beaucoup plus étanche à la vapeur d'eau qu'un matériau type ISO-M. Il existe aussi des argiles isolantes, enfin des argiles ou des adjuvants isolants. Et ce que nous on préconise aujourd'hui au bureau, c'est de plutôt se concentrer entre 4 et 6 cm d'isolant. Ce n'est peut-être pas les performances qu'on va atteindre sur la façade arrière qu'on pourrait isoler par l'extérieur ou sur le toiture ou d'autres parois, mais ça va permettre de quand même assurer un meilleur confort de ces locaux-là en limitant la prise de risque sur l'isolation par intérieur. Voilà, donc ici, le maître d'ouvrage avait décidé de faire l'isolation lui-même par intérieur, des blocs multiports, de type Python, mais encore plus, un peu plus isolant et donc potentiellement un peu plus sensible, un peu plus friable. Donc, l'important, aux endroits où vous allez fixer des choses dans votre mur, donc ce cas-ci, le radiateur, eh bien d'avoir des supports plus rigides pour assurer que ce radiateur tienne bien. Les fixations dans le multiport ne sont pas assez solides et donc le radiateur risque de tomber. C'est important de voir ça aussi. Dans ce cas-ci, on était parti sur du chaud-chanvre. On est dans un. Il me reste encore quelques minutes, je pense. On est dans un mur de cave relativement humide. Donc, le chaud-chanvre a l'avantage de laisser l'humidité vivre. On l'a recouvert d'un enduit à la chaux qui va aussi laisser le mur respirer. À l'époque de chaud-chanvre, on va un peu mis en œuvre. L'extérieur est isolé en complément. Voilà. Bon, là, je vais l'éviter. On n'a pas le temps de vérifier ce point-là. Alors, le point d'attention. Alors, lorsqu'on isole par l'intérieur les dimensions de votre local, les éléments esthétiques et historiques, le patrimoine, les moulures aux murs, ainsi de suite, n'est pas toujours possible de tout garder, mais soyez attentif à ces points-là. Des murs humides lorsqu'ils sont enterrés, ça peut être problématique aussi. Donc, évitez d'isoler trop par l'intérieur lorsqu'il y a déjà un mur qui est relativement humide. Et alors, on voit souvent aussi que les murs de façade ont parfois un peu bougé. Donc, la verticalité ou les creux de façade pourraient amener à ce que ce soit moins facile de mettre en œuvre les isolants. Les châssis aussi, attention, le châssis qu'on va replacer dans un vieux mur, lui, doit être vertical, sinon les charnières n'assurent pas une rotation correcte de vos châssis. Et donc, souvent, on doit aller reboucher ce joint correctement. Sachez que les fournisseurs de châssis, ils assurent une fermeture de quelques millimètres à maximum 1 centimètre. Si c'est plus que ça, il faut prévoir un joint en ciment. Et donc là, c'est toujours compliqué. Qui le fait? L'entrepreneur, mais on est au troisième étage. Est-ce que c'est possible d'aller faire? Voilà, toujours pensez bien à ces points-là. Le retour d'isolant jusqu'au châssis, donc on le voit bien ici, on en a parlé brièvement tout à l'heure. Puis il y a le même genre de détails que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait pour le bow window? Qu'est-ce qu'on fait pour le gîtage? C'est tous des points d'attention, qu'il faut d'attention, attentif, mais attention, l'isolation par l'intérieur, à limiter tant que possible et être accompagné là-dessus. Dans beaucoup de cas, on recommande la mise en œuvre, vous le verrez dans le guide isolin ou dans l'objectif zéro, enfin, dans toutes les lectures sur l'isolation par terre, ils recommandent souvent la mise en œuvre d'un hydrorefuge en façade. Attention, la plupart des personnes qui mettent en œuvre les hydrorefuges n'ont pas toujours les outils pour vérifier l'efficacité. C'est une pile de Karsten qui permet de vérifier ce point-là et donc ça se fournit facilement. Je peux m'appeler, je peux vous la prêter volontiers. Ça permet de vérifier le nouveau d'étanchéité à l'air. Et donc, on va vérifier le taux d'absorption du mur en maçonnerie avant mise en œuvre de l'hydrofuge, le taux d'absorption d'eau après l'hydrofuge. Il faut qu'on ait un certain niveau d'efficacité. Là, ma petite fille donc, je termine la présentation. Alors, on vend parfois des panneaux sandwich tout faits chez Gyproc ou d'autres marques. Moi, je le recommande pas spécialement. En plus, on voit bien, il propose de faire des petits plots de colle ici. L'air humide pourrait passer par une prise, pourrait condenser l'air. Moi, je le recommande vraiment pas. C'est quelque chose à éviter tant que possible. Voilà. C'est une visite qui avait lieu le week-end dernier sur le projet Gerfo. Il y a encore 3 minutes. Ok. Oui, oui, Donc, oui, bien sûr. super. On voit ici, typiquement, la commune avait imposé la mise en œuvre de ceux en pierre bleue qui ne tiennent pas sur l'isolant de façade. Donc, on voit ici
la mise en place de cornières Stabuco qui permet de reprendre le poids des feuilles en pierre bleue et l'isolant. On voit un isolant plutôt type fibre de bois qui est mis en œuvre en partie supérieure, mais la fibre de bois, elle n'aime pas trop être en contact avec l'humidité. Donc souvent, au niveau du suboissement, on va mettre un isolant différent et sans humidité. C'est de l'EPS graphite simplement. Et la fibre de bois ne permet pas d'épouser les arrondis du bow window, donc on peut travailler avec du liège. Le liège en fines épaisseurs est relativement plus souple, donc c'est un truc aussi qu'on peut mettre en œuvre pour faire les arrondis ici. Et le liège, lui, est plus résistant à l'humidité au pied de mur. Voilà. Et alors, on a été appelé dans le cadre d'un contrat de quartier durable à Bruxelles à proposer quelles sont les solutions pour isoler les maisons bruxelloises et atteindre l'objectif CEP 150. Alors, j'imagine que tout le monde est au courant, mais Bruxelles impose que pour 2045, tout le monde ait atteint un CEP de 150, atteindre un label PEBC. Et donc, on essaie de réfléchir sur des maisons types et des appartements types, comment y arriver. Tout ça est accessible sur le lien Rénov-Bizet. Voilà, il y a pas mal d'infos là-dessus. On a aussi mis en place un tout petit logiciel Excel, enfin un tout petit feuille Excel qui permet peut-être aux gens, avec les surfaces dans le bâtiment, d'avoir une idée de coût, combien coûterait d'isoler de ma façade avec un EPS, un crépi. Là, je propose pas toutes les solutions, mais peut-être pour une première approche, quand on n'a aucune idée de ce que coûterait l'isolation d'une façade, d'une toiture, ainsi de suite, ça peut vous permettre à mettre les premiers chiffres sur votre projet. Voilà, il y a encore d'autres liens utiles. Je n'aurai pas le temps. Voilà, objectif zéro, déjà là, je le vois ici, et puis il y a d'autres liens. Mais voilà, faisons un peu de lecture si vous avez envie d'en apprendre plus. Hmm. Voilà. Ben, merci beaucoup pour cet exposé au pas de course, malgré Oui, quelques éléments un peu perturbants. Je vois qu'il y a déjà 11 questions qui ont été posées, mais peut-être on va les garder pour la fin, parce que peut-être que Sophie répondra à une partie des questions. Il y en a 12, donc le sujet intéresse en tout cas. Donc je vais peut-être proposer qu'on arrête le partage d'écran ici et de passer la parole à Sophie et on prendra toutes les questions à la fin, alors ce sera sans doute le mieux. super, très bien. Voilà, Sophie, la parole est à toi. Oui, voilà, vous voyez mon écran? Pas encore. Pas encore. Voilà, ça arrive. Oui, c'est bon. Voilà, donc moi, c'est Sophie Holmans et je travaille pour HomeGrade et pour ceux qui ne connaissent pas HomeGrade, on est une association qui donne, des conseils en rénovation pour, les particuliers, donc pour la rénovation des logements et on n'a pas uniquement une approche de l'énergie, mais on donne un conseil plus global. Je vais juste essayer de régler encore quelque chose. Hem, donc on donne aussi des conseils en matière d'urbanisme, de copropriété, s'il y a des problèmes d'humidité. On regarde aussi, comment sauvegarder le patrimoine, comment améliorer l'isolation acoustique. On peut donner des conseils aussi, sur les techniques spéciales comme, les chauffages, l'eau chaude sanitaire, l'énergie renouvelable. Et donc on est disponible, vous pouvez venir avec vos questions, vous pouvez nous appeler par téléphone, passer à notre guichet d'information ou envoyer vos questions par mail, sur notre site internet homegrade.brussels. On a un formulaire de contact où vous pouvez, poser vos questions. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du cas spécifique de l'isolation des, murs mitoyens, donc une isolation placée côté extérieur, parce que c'est, un cas qu'on rencontre, souvent à Bruxelles et souvent ce sont des grandes surfaces, sans fenêtres, qui sont là et qui ne demandent qu'à être isolées, parce que ça va vraiment parfois permettre d'améliorer, le certificat, enfin la performance énergétique, du bâtiment. Et quand on isole un mur mitoyen, bien, il y a plusieurs aspects qu'il faut prendre en compte. Il y a un aspect juridique parce qu'il faudra demander l'accord du voisin. Il faudra aussi voir, au niveau urbanistique, est-ce qu'il faut un permis? Est-ce qu'il en faut pas? Et puis alors, on verra les différentes techniques, qui existent pour isoler. Et puis, on abordera la biodiversité, comment la préserver, dans le cadre d'isolation des murs et brièvement aussi, on parlera de l'estimation des coûts et des primes qui sont, de nouveau ouvertes depuis quelques jours. Alors, j'ai utilisé l'appellation mire mitoyen, hem,
au sens courant du terme, mais si on veut vraiment être exact, en fait, je devrais parler de murs, séparatifs, puisqu'en fait, un mur mitoyen désigne uniquement le mur de séparation qui appartient aux 2 voisins en copropriété. Or, un mur séparatif, il peut être, en copropriété ou totalement privatif ou partiellement mitoyen et partiellement privatif. Je ne vais pas aller plus loin dans l'explication de, comment on détermine si un mur est mitoyen ou privatif parce que en fait, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui de l'isolation, ça n'a pas de conséquences. Mais si vous le voulez, je peux vous expliquer, plus tard, comment, déterminer si un mur est mitoyen ou privatif. Et d'ailleurs, nous avons une brochure, l que vous pouvez trouver sur notre site internet où on vous explique bien quels sont comment les droits et les obligations quant au mur mitoyen et comment déterminer si un mur est mitoyen ou pas. Alors encore une notion qui est importante, c'est, le droit d'échelle. Dans le code civil, il dit que, le propriétaire d'un immeuble doit, après notification préalable, tolérer que son voisin ait accès à ce bien immeuble si cela est nécessaire pour l'exécution de travaux de construction ou de réparation ou pour réparer ou entretenir la clôture non mitoyenne. Donc sauf si le propriétaire fait valoir des motifs légitimes pour, refuser cet accès. Donc en d'autres termes, le propriétaire d'un mur séparatif privatif a le droit d'aller sur le terrain du voisin pour réparer et entretenir ce mur. Donc ça, c'est quelque chose, qui peut être important, dans les négociations avec le voisin, qu'on verra, par après. Donc, comme je disais, d'un point de vue, juridique, il faut, dans un premier temps, demander l'accord du voisin. Donc, la première étape, c'est d'aller le voir et de voir quelles sont ses intentions. Parce qu'avant d'isoler un mur séparatif, il faut être sûr que le voisin n'ait pas l'intention de, par exemple, agrandir sa maison. Ici, on a, une photo d'un voisin, qui a construit une annexe et l'autre voisin pourrait potentiellement un jour aussi, heu, construire et à partir de ce moment-là, ce mur-là, n'est plus extérieur et donc il faudra sans doute, enlever l'isolation. Un cas qu'on voit aussi, de temps en temps à Bruxelles, c'est, des pignons qui sont totalement non construits et où on peut se dire qu'un jour ou l'autre, le propriétaire de la parcelle aura envie de construire un bâtiment et donc c'est bien de s'assurer que si vous placez de l'isolation, elle pourra rester un certain temps parce que ça ne vaut pas la peine d'installer, une, isolation si au bout de 5 ans, la parcelle sera construite. De même pour les maisons qui sont, plus basses que les autres, on peut imaginer que le propriétaire des petites maisons auront envie d'exaucer, et de s'aligner avec, les autres maisons. Donc d'abord, aller demander les intentions du voisin et puis aussi, surtout, demander son accord. Parce que quand on isole un mur séparatif par l'extérieur, l'épaisseur de l'isolant et de sa finition dépasse sur la propriété du voisin. Il y a donc empiètement. Donc c'est ce qui est, noté ici. On voit la limite parcellaire et l'isolation vient empiéter chez le voisin. Donc il est nécessaire d'obtenir l'accord du voisin et le voisin peut l'accepter ou s'opposer à cet empiètement. Parce qu'il n'y a pas de loi qui prévoit ni le droit d'empiéter, pour une isolation, ni les moyens de contraindre son voisin à l'accepter. Hem, mais donc s'il n'y a pas d'emprise considérable ou pas de préjudice potentiel pour le voisin n'a pas vraiment de raison de le refuser. Alors, si le voisin est d'accord, c'est recommandé de, formaliser cet accord dans une convention une servitude d'empiètement. Alors, soit cette convention
est faite sous seing privé, c'est-à-dire que chaque partie signe, la convention, et donc elle sera opposable par rapport aux 2 parties qui l'ont signée, mais elle ne sera pas opposable aux tiers. Pour renforcer la validité de la convention, vous pouvez l'enregistrer, mais l'enregistrement ne fera que donner une date certaine à la convention. La convention ne sera toujours pas opposable à un tiers. Et si on veut vraiment que la convention soit liée au bâtiment et donc que si, un des voisins revende sa propriété, bah, que la convention soit toujours valable, alors il faut passer, un acte authentique devant notaire et à ce moment-là, donc la servitude sera liée au bâtiment. Et une transcription chez le notaire coûte plus ou moins 600 €, à voir aussi s'il y a beaucoup de frais d'études qui pourraient augmenter, ce tarif. En cas de désaccord, là, on conseille d'abord de regarder, de passer en conciliation chez un médiateur, soit chez un médiateur communal, ça c'est un service gratuit ou chez un médiateur agréé. Et alors là, ce sera un service payant. Et si la conciliation n'aboutit pas, on peut saisir le juge de paix, et donc sa décision équivaudra à un acte authentique. Et donc, de nouveau, s'il n'y a pas d'emprise considérable ou pas de préjudice potentiel pour le voisin, le juge abondera plutôt, va plutôt avoir tendance à accorder et obliger le voisin à accepter, l'isolation et donc l'empiètement, moyennant éventuellement une indemnisation. Alors, pour faciliter, l'accord, il existe, des exemples de conventions types que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Et donc là, vous avez toutes les clauses que vous pouvez garder ou enlever à votre guise, si vous le souhaitez. Donc ça peut vraiment vous servir, comme base, quand vous allez voir le voisin. Alors d'un point de vue urbanistique, la question faut-il un permis d'urbanisme, oui ou non, quand on veut isoler, son pignon? Alors, l'arrêté de minime importance qui détermine, si oui ou non des travaux, nécessitent un permis et cet arrêté dit pour autant qu'il n'implique aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou un permis de lotir, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'urbanisme pour autant qu'ils n'impliquent pas de travaux de stabilité. Et donc, entre autres, il s'agit de la pose d'une isolation et ses parements de finition, ainsi que ses raccords nécessaires sur un mur mitoyen ou une façade non visible depuis l'espace public, pour autant que les actes et travaux ne portent pas sur un bien 6 à moins de 20 mètres d'un bien protégé. Donc, euh, il faut obligatoirement un permis si le bâtiment est classé ou si votre bâtiment est situé à moins de 20 mètres d'un bâtiment classé. Et si ce n'est pas le cas, alors normalement, il ne faut pas de permis d'urbanisme, mais il est vivement conseillé d'aller vous renseigner auprès du service d'urbanisme de votre commune pour voir s'il n'y a pas une dérogation qui fait que vous avez quand même besoin d'un permis. Parce que souvent, voilà, il y a quelque part une dérogation qui fait qu'il faut quand même un permis. Et en général, c'est un permis sans architecte. Et si c'est le cas, et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours vous adresser chez HomeGrade parce qu'on accompagne les gens pour introduire leur demande de permis quand il s'agit d'un permis sans architecte. Alors, du point de vue technique, Julien a déjà expliqué toute une série de techniques. On l'explique aussi dans une de nos brochures. Donc, isoler les façades par l'extérieur. Cette brochure est téléchargeable sur notre site. En gros, il y a 4 grandes familles.
il y a les enduits sur isolant, il y a les briquettes collées sur isolant, il y a le bardage sur isolant souple ou semi-rigide et le bardage sur isolant rigide. Ça ressemble à quoi? Ici, il y a quelques photos. Donc ici, on a la technique, que Julien avait déjà montrée, d'un enduit sur isolant sur un XPS, donc c'est une sorte de frigolite recouvert d'un enduit. Heu, Après, donc il y a aussi la possibilité de mettre un isolant et coller des briquettes pour garder l'aspect, maçonnerie ou un bardage qui est donc, ici dans ce cas-ci collé, sur la maçonnerie ou fixé sur la maçonnerie avec, des lattes et des contre-lattes qui vont accueillir par après un bardage. Pour un mur mitoyen, on a tendance à privilégier, l'isolation des murs de privilégier l'isolation avec un bardage sur isolant parce que ça permet de le démonter. Donc, comme on a vu aussi que les murs séparatifs peuvent parfois changer, donc on peut parfois construire, contre ces murs. Il vaut mieux prévoir une technique, où l'enlèvement l'isolation est plus facile et de plus, si on utilise un bardage, on pourra démonter les éléments et éventuellement les garder pour, une réutilisation dans un autre cas de figure. Donc au niveau, impact environnemental, la démontabilité est un élément important et donc l'isolation sur, le bardage sur isolant est une bonne solution pour cette raison-là. Et quand on se promène à Bruxelles, on voit souvent déjà des pignons qui, sont bardés avec, des ardoises parce que le bardage est aussi un excellent, protection une excellente protection contre les pluies battantes. Donc si vous observez et puis vous regardez l'orientation, souvent ce seront les pignons orientés sud ou sud-ouest qui sont, recouverts d'un bardage. Alors, quelle épaisseur d'isolant prévoir? De manière empirique, on recommande une épaisseur de 10 à 14 centimètres en fonction du type d'isolant qu'on va utiliser, parce qu'on recherche une, résistance thermique, donc la fameuse valeur R de minimum 3,5 m²Kelvin par watt, hem, parce que ça correspond à la valeur exigée pour les primes, mais aussi parce que, avec cette résistance thermique de 3,5, et avec un mur mitoyen qui en général fait 30 centimètres de briques, on arrive à, une performance énergétique, donc un mur avec une valeur U de 0,24 watts par mètre carré Kelvin. C'est très technique, j'en conviens et cette valeur-là, c'est celle qui est préconisée, ou recommandée dans les certificats PEB et comme ça, vous savez qu'avec cette valeur-là, vous êtes bien. Donc concrètement, par exemple, si on isole avec de la fibre de bois ou du liège, ben, il faudrait prévoir plus ou moins 14 centimètres et avec des panneaux d'EPS, 12 centimètres peuvent suffire. Alors, Julien en avait parlé aussi, ce qui est important quand on isole, c'est les détails et c'est surtout les raccords. Hem, donc en pied de mur, on va prévoir, un une protection sur 30 centimètres et si possible, on va essayer de descendre l'isolant, plus bas que le niveau du sol pour, casser le pont thermique qui va, être créé par rapport à la dalle de sol. Mais bon, parfois, on n'a pas trop le choix et pour trouver un accord, il faut faire des concessions et donc parfois on est obligé on ne peut pas isoler jusqu'au bas et on laissera une partie basse, dans ce cas-ci, le voisin a accepté de mettre un isolant, mais pas jusqu'en bas, comme ça il pouvait garder, l'aspect brique de son mur et il pouvait garder ses plantations.
Et donc voilà, ça a quand même permis d'isoler une grande partie du pignon. Hem, un autre, raccord, sensible, c'est le raccord avec, la toiture du voisin. Alors idéalement, pour isoler le mur, on va enlever quelques tuiles et on va essayer de passer l'isolant plus bas, mais ça, c'est rare que le voisin l'accepte. Alors on va, arrêter l'isolant à 10 centimètres de la toiture du voisin, pour que les solins, de la toiture voisine restent accessibles. Un autre point d'attention, c'est quand le mur, mitoyen est en raccord avec, une toiture plate. À ce moment-là, il faudra veiller à avoir une remontée, avec un isolant, qu'on va recouvrir d'une étanchéité. Parce qu'il faut toujours, une quinzaine de centimètres, de remontée d'étanchéité et puis on viendra placer, la plaque, d'isolant avec une cornière d'arrêt et avec un enduit. Donc ça donne, voilà, on a la rehausse de la toiture qui est aussi isolée pour, éviter d'avoir un pont thermique sur le côté. Et alors oui, et idéalement, comme a dit Julien aussi, on va veiller à avoir une continuité entre l'isolation de la toiture et du mur. Et donc quand on refait sa toiture, c'est bien d'anticiper le fait qu'un jour le mur, sera isolé. Sinon, il faudra prévoir un couvre-mur, particulier, comme dans la photo ici, pour protéger, l'isolant. Alors quand, le mur mitoyen, est en raccord, en partie supérieure avec une toiture plate, mais qui appartient à la personne qui isole, là aussi on veillera à une continuité de l'isolant entre le mur et la toiture plate. Donc, hem, aussi isoler la tête de mur et prévoir après une, une un couvre-mur, qui vient protéger le tout. Et sur la petite photo ici, sur le côté, on ne sait pas très bien pourquoi, mais l'entrepreneur s'est arrêté, un peu plus bas et on voit le couvre-mur existant, qui a été laissé là. Donc ça, c'est pas idéal, comme solution. Alors quand on isole un mur séparatif, souvent, il faudra aussi penser à la descente d'eau de pluie du voisin parce qu'elles sont souvent situées en bord de parcelles. Et donc il faudra prévoir, son déplacement ou si c'est pas possible, il faudra adapter l'isolation et faire passer la descente d'eau de pluie. Hem, il est tout à fait déconseillé d'intégrer la descente d'eau de pluie dans l'isolation parce qu'on ne maîtrise pas. Alors si jamais il y a une fuite ou quoi, on ne verra pas, le problème avant qu'il se manifeste à l'intérieur. Alors, d'un point de vue de la biodiversité, hem, isoler un mur par l'extérieur, on n'y pense pas, mais malheureusement, ça a un impact négatif, sur la biodiversité. Parce que les travaux d'isolation font disparaître, tout un tas de cavités qui sont très utiles à la nidification, d'un bon nombre d'espèces d'oiseaux, de chauves-souris et d'insectes. Et donc, on sait que tous ces animaux-là sont en forte régression, en région bruxelloise. Donc même, par exemple, les moineaux, il y a 95 de la, de population des moineaux qui a disparu depuis, en 30 ans, quoi. Donc, il faut tenir compte, de ça et donc premièrement, ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'observer si le mur que vous voulez isoler, s'il sert d'habitat, pour des oiseaux ou des chauves-souris et parfois vous serez, surpris de voir dans les fissures ou dans les rives, qu'il y a des animaux qui nichent et
Et donc, si le mur abrite des animaux, il faut intégrer un dispositif pour les permettre de rester, et ça, c'est pas, on peut mais c'est une obligation. À Bruxelles, il y a, le code de l'inspection de la région de Bruxelles Capitale qui dit: «Il est interdit de détruire, d'endommager ou d'enlever des habitats, refuges, sites de reproduction, aires de repos, nids et œufs de spécimens d'espèces animales protégées». Et à Bruxelles, toutes les espèces sauvages, sont protégées, à l'exception des espèces exotiques envahissantes, des rats bruns, des pigeons et des souris grises, mais sinon tous les autres animaux sont protégés. Et si jamais il y a pas de nid ou d'oiseaux présents, vous pouvez toujours être proactif et regarder si, le mur se prêterait à l'intégration de nichoirs dans l'isolation. Les solutions peuvent être, assez simples, hem et il existe une brochure qui s'appelle «Habitat vivant, cohabiter avec la faune dans le bâti», qui a été éditée par, la maison Ecohuis de Saint-Gilles et qui informe sur les espèces cavernicoles. Ils vous donnent, tous les, critères, d'où, comment, installer des nichoirs. Donc voilà, ça c'est vraiment, une belle référence si vous voulez, installer des nichoirs. Hem, alors, d'un point de vue financier, là, on va pas je peux vous donner un prix, mais qui est vraiment à la grosse louche, parce que, chaque projet est différent et chaque situation est différente et aussi les entrepreneurs pratiquent des prix qui peuvent aussi, fortement varier. Mais à la grosse louche, il faut compter plus ou moins 250 € par mètre carré, heu, pour, les échafaudages, une isolation et finition, on va dire, basique. Mais donc c'est vraiment pour vous donner une indication et la référence, enfin il faut demander des devis pour, avoir un prix, au plus juste. Alors, au niveau des primes, comme je disais là tout à l'heure, la région a débloqué des subsides et donc les primes Rénolution qui avaient été suspendues le 16 août ont repris, depuis quelques jours. Ce qui veut dire qu'en 2024, vous pouvez encore, demander vos primes. Pour l'isolation d'un pignon, il y a plusieurs primes qui sont, disponibles. Il y a la prime échafaudage, il y a la prime isolation thermique, la prime, pour les bardages ou la prime pour les enduits et si vous demandez l'aide d'un architecte, vous pourrez aussi, avoir une petite prime en plus, pour, le suivi. Et donc, vous aurez au minimum une prime de 110 € par mètre carré si vous êtes dans la catégorie des revenus les plus élevés. Si vous êtes considéré comme ayant des revenus faibles, vous pourrez avoir une prime qui va jusqu'à 180 € le mètre carré. Et cette prime-là peut même monter jusqu'à 210 € le mètre carré si vous placez un bardage en bois labellisé ou un isolant naturel. Et donc voilà, le bardage en bois pour les murs mitoyens, ça c'est moins courant. Hem et les copropriétés sont d'office, considérées comme étant en catégorie 2 et donc pour, une copropriété, vous aurez, un peu enfin une prime entre les 2. Voilà et donc, comme on disait, l'exigence pour, les primes, il faut une résistance thermique de minimum 3,5 m²Kelvin par watt. À titre d'exemple, une mousse résolique, donc si on veut atteindre un R avec une mousse résolique, on peut placer, 8 centimètres. Pour l'EPS, c'est 12 centimètres. Et pour la laine de bois ou la laine minérale, on est à 14 centimètres, et des panneaux de fibre de bois ou de liège, c'est aussi, 14 centimètres pour arriver donc à ce fameux, R 3,5. Et pour terminer,
nous avons toute une série de documents sur notre, site. On a notamment donc la brochure sur la mitoyenneté, la brochure sur l'isolation des façades par l'extérieur, une brochure sur l'économie circulaire, une brochure sur, le fonctionnement en copropriété, comment maîtriser son chantier et puis il y a là aussi la brochure de la maison EcoHeus, Habitat Vivant. Nous avons aussi une série d'infofiches, ce sont des fiches, qui sont plus courtes et plus spécifiques. On a une série de fiches sur les permis d'urbanisme. On a la synthèse des primes qui est, régulièrement mise à jour, les primes pour les propriétés et puis, si vous voulez, relire tout ce que je vous ai dit, il y a notre infofiche isolation d'un mur mitoyen par l'extérieur qui, regroupe, toute l'information. Et puis, nous avons aussi une chaîne YouTube avec, les webinaires, qu'on donne, que vous pouvez retrouver, donc sur notre site aussi. Voilà, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il Merci. y a justement pas mal de questions. Merci Sophie, en tout cas pour cet exposé bien complet. Alors, il y a toute une série de questions, donc on va les prendre dans l'ordre. J'espère qu'on arrivera au bout, sinon bah, je vous renverrai vers Ingrid notamment, qui pourra répondre aux différentes questions. Donc la première question, je pense qu'elle concerne Julien. Euh, à Bruxelles, il y a principalement des immeubles à appartements, petites et grandes copropriétés. Quelle solution d'isolation est-ce qu'on peut proposer? Alors, on accompagne aussi des copropriétés. À Bruxelles, il y a aussi un facilitateur copro qui va aider les copros à réfléchir comment isoler le bâtiment. Parce que ça, dans le copro, c'est de se mettre d'accord tous ensemble. Les façades font généralement partie de la copropriété, donc il n'est pas possible qu'un des habitants décide d'isoler sa partie de façade par l'extérieur seul. On a déjà vu des copropriétaires qui essaient d'isoler par l'intérieur, mais ça me semble moins efficace. De toute façon, l'obligation d'isolation pour un PEBC est aussi imposée aux copropriétés pour 2045. Et donc, je pense que ça vaut la peine de réfléchir avec sa copro. Ce qui est souvent, donc la question, c'est est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Sous les problématiques qu'on voit plus souvent dans les copros, c'est les balcons rentrants. Comment est-ce qu'on essaie de conserver un espace extérieur, mais de l'isoler et ne pas trop perdre d'espace d'usage sur ces balcons? Quel type de matériaux de finition on met? Est-ce qu'on reste sur le même type de parement qu'il y avait précédemment ou est-ce qu'on va vers autre chose? L'accord de tous les copropriétaires entre eux, trouver des entrepreneurs qui travaillent à cette échelle-là, mais c'est parfois plus simple de trouver des entrepreneurs qui travaillent à une échelle un peu plus grande. Voilà, oui. Je ne sais pas si ça répond déjà un peu à la question. Oui, alors tu l'as évoqué aussi, il y avait une question sur certaines parties de façade aux étages qui sortent vers l'extérieur et créer des ponts thermiques et de l'humidité. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place à ce moment-là pour isoler malgré tout? Alors, dans l'idéal, on essaie de résoudre tous les ponts thermiques, mais ce n'est pas toujours possible. Malheureusement, comment je pourrais exprimer ça? Dans la dernière projet que je vous ai montré, GERPO, ce qui était ouvert à la visite ce week-end, on a ce beau window qui était compliqué à isoler, il y avait des moulures, ainsi de suite. On a quand même fait avec 6 cm, alors que le reste de la façade est de 20 cm. Je dirais les 4-5 premiers centimètres permettent de couper le pont thermique. C'est déjà un bel effort à faire, mais on va pas mettre 20 cm sur des balcons en béton dépassant, c'est toujours compliqué. Donc il faut réfléchir à l'impact du pont thermique et trouver réfléchir oui, c'est un peu difficile à dire, c'est un peu au cas par cas, mais Oui, bien sûr. on impose, nous au bureau, on essaie de se dire aussi que aller mettre 20 cm sur tous les détails de l'architecture, avoir un balcon en béton qui dépasse et mettre 20 cm au-dessus et en dessous, c'est pas toujours possible. Il y a une marche à la sortie, esthétiquement, c'est pas joli, donc il faut un peu réfléchir à ces cas-là. Dans certains cas, on a été où le balcon n'avait aucun intérêt, c'est un topo au balcon, on l'a démoli, on a essayé de réfléchir à un autre élément esthétique de la façade, des corniches en béton. On peut aussi réfléchir comment les emballer avec une faible épaisseur, mais qui permet d'éviter le pont thermique, ou la remplacer par une gouttière ou autre chose. Donc, ouais, voilà, c'est plutôt à voir à quelqu'un qui peut vous aider là-dessus, soit l'entrepreneur, soit quand c'est soumis à permis, un architecte, et même l'architecte accompagne aussi des projets sans permis. Bon, évidemment, les questions touchent beaucoup à des cas particuliers. On va essayer de répondre dans la majorité enfin, dans les possibilités, évidemment. Ici, donc, une question, c'est concernant les maisons qui font partie du petit patrimoine. Et bon, la question de l'autorisation, effectivement, est-ce qu'on peut isoler ou pas? Et si c'est une petite maison et qu'on peut isoler que par l'extérieur parce qu'on n'a pas de place à l'intérieur, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Donc la région met en place cet objectif d'isolation via l'Alliance Rénolution. Elles sont les sources, un peu tous les acteurs de la construction qui essaient de se mettre ensemble et réfléchir quelles sont les pistes pour arriver à ça.
Et moi, de mon côté, j'ai l'impression de voir petit à petit une évolution des monuments et sites. C'est souvent eux qui mettent des bâtons dans les roues et en isolation de façade classée ou vieille, et ainsi de suite. Mais c'est vraiment mon avis personnel. Je vois petit à petit qu'ils commencent à quand même à comprendre que cet objectif énergétique, il faut le mettre en place. Et donc, ils tolèrent un peu plus l'isolation de façade. Peut-être pas classées, mais certaines façades qui sont vieilles, enfin plus anciennes, mais qui ont vraiment architecturaux. Typiquement, dans le projet Rénov-Bizet, contrat de quartier, on a pu les mettre autour de la table avec nous et ils ont joué le jeu de dire, OK, ces façades-là n'ont pas d'intérêt patrimonial pour l'isoler sans que ça cause de ceci pour nous, pour le parti patrimoine. Il faut encore voir avec l'urbanisme ce qui est possible ou pas lorsqu'on est sur le trottoir, ainsi de suite. Mais ces façades-là, non, c'est là où on ne touchera pas, elles sont trop belles, on va essayer de conserver. Et puis, il y a toute une série d'entre deux, ils disent oui, mais, et ça pourrait être, on accepte qu'on les isole, mais qu'on retrouve une briquette de parement collée sur l'isolant. Oui, mais conserver tel et tel détail de la façade. Donc, je pense que ça va évoluer. Mais à nouveau, euh, dans nos projets ou lorsque les budgets sont limités, on essaie souvent de recommander de commencer par isoler les parois les plus simples, toiture, façade, châssis. Et puis après, pousser un peu plus loin la chaudière, les panneaux solaires, ainsi de suite. Et puis, espérons que le jour où vous aurez de nouveau un peu de budget, que d'ici là, la discussion sur ce sujet épineux de l'isolation de la façade avant ait évolué. Si je parier, je dirais d'ici 5 ans, on aura pas mal d'évolutions dans la thématique de l'isolation de la façade avant. Je vois que Sophie acquiesce, donc peut-être qu'elle elle a peut-être le même sentiment que moi, mais ce n'est évidemment qu'un sentiment par mon expérience. Oui, donc pour l'instant, c'est assez bloqué au niveau de l'isolation de la façade avant, donc soit il va y avoir des dérogations quand, la maison est trop petite ou quand il y a des problèmes, quand il y a une, impossibilité de réaliser, l'isolation de la façade, avant et donc là, il y aura des dérogations par rapport, à la PEB ou bien l'urbanisme devra s'assouplir et accepter, Mais à mais, nouveau, dans le on y cadre de on l'étude Rénov-Pisé, on a étudié quelques bâtiments type appartements et maisons. On a pu prouver qu'il était dans une maison de façade, un petit format, il est possible d'arriver à un PEBC sans toucher la façade avant. Donc, ça peut se dire qu'on peut atteindre des bonnes performances globales du bâtiment en n'isolant pas la façade avant. Attention, on risque d'avoir un inconfort, une façade arrière bien isolée, une façade avant qui ne l'est pas. Donc, on aura deux pièces avec des températures un peu différentes. Mais voilà, il est possible, dans le cas déjà avancé, d'améliorer fondamentalement ce bâtiment sans sans isoler la façade avant. Alors, une mmh. petite question ici concernant l'isolation par l'extérieur. La personne ici se demande si on isole par l'intérieur, est-ce on risque de perdre 50 centimètres d'espace. Non, dans le projet Luther, là où je vous ai montré qu'on avait atteint le passif en rénovation, on avait isolé 12 plus 5 plus 1, 17 cm. Ça, c'est pour atteindre une très bonne performance. Nous, on recommande aujourd'hui de travailler plutôt avec des matériaux qui vont respirer, chaud chanvre, fibre de bois, ainsi de suite, mais de travailler sur des faibles épaisseurs pour pas trop perturber ce mur. On n'atteindra pas les mêmes performances, évidemment, mais on va limiter, on va déjà clairement améliorer la performance du mur. Dites-vous que 2 cm de PS qu'on mettra en façade arrière va doubler la performance de votre mur. Quand on met 14 cm de PS, on va faire x7 la performance du mur. Donc sur façade avant, on met déjà 4 cm, 4, 5, 6 cm d'isolant. On fait déjà x2, x3 la performance du mur existant. Donc isoler moins. Voilà, surtout que les maisons là sont petites, ou même en Wallonie, on a beaucoup de maisons qui sont petites, et donc l'isolation par l'intérieur, nous on préconise quelque chose qui n'est pas trop perturbé le comportement du mur, faible épaisseur, et mettre le paquet sur d'autres parois. Et si je peux peut-être revenir sur un point que Sophie a évoqué, donc il faut déjà clairement mettre les épaisseurs d'isolant recommandées par la PEB, 1,8024, les performances demandées pour la prime, elles sont souvent assez proches des valeurs demandées par la PEB. Mais au bureau, on se pose la question de voir ça de deux manières différentes. Soit on fait un bilan global de son bâtiment, on en est là aujourd'hui, et qu'est-ce que je dois faire pour arriver à cet objectif 2045. Bruxelles, mais la Wallonie va aussi le mettre en place bientôt, c'est l'objectif à long terme. Et donc, on pourrait se dire que dans ma formule magique pour y arriver, c'est isoler le toit, isoler la façade arrière,
et mettre des panneaux solaires et avoir une chaudière performante. Mais pour y arriver, je dois mettre pas 14 cm sur la façade, mais peut-être 18 ou 20. Donc parfois, la formule que vous mettez en place, l'épaisseur de l'angle que vous mettez en place dans vos façades et vos toitures, permettrait de ne pas devoir investir ailleurs. Peut-être que j'y arrive sans devoir isoler la façade avant parce que j'ai mis plus sur les autres parois. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc on peut aussi réfléchir à des objectifs à long terme. Quelles sont les épaisseurs qui sont intéressantes pour y arriver? Et alors, un autre point qu'on met aussi souvent en avant, c'est de se dire, si on a assez d'espace à l'extérieur pour isoler, toiture par l'extérieur, une façade par l'extérieur, c'est de se dire quel est l'optimum économique. Et souvent, on se rend compte que pour placer un isolant de façade, on va payer le détachement d'entrepreneur, l'échafaudage, la matière première isolante, la matière première crépie et la main-d'œuvre pour mettre en œuvre tout ça. Et donc, si on passe de 14 cm à 20 cm d'isolant, on va encore rajouter quasi un tiers de performance en plus, c'est quand même pas mal, hein. Et tout ça pour juste un prix de matière d'isolant qui passe, qui est un petit peu augmenté. La main-d'œuvre est sa même, il doit passer, c'est qu'un seul panneau à placer, c'est pas deux épaisseurs, donc deux fois la main-d'œuvre, c'est vraiment qu'un seul panneau à placer. C'est la même couche de crépi, c'est le même échafaudage. Parfois, on peut se dire qu'une épaisseur plus importante, si elle n'augmente pas de manière significative de coût, elle peut quand même encore augmenter de manière significative la performance du mur. Voilà, je me permettais de rajouter ce point-là à ce que tu disais. Ouais. Alors, il y a quand même encore une question isolation par l'intérieur. Donc, vous avez des exemples d'isolation par l'intérieur de maisons qui sont habitées et ne nécessitent pas une rénovation, mais seulement une meilleure isolation? Oui, après, souvent, les architectes sont appelés dans une rénovation plus importante, mais on peut décider de n'isoler que son mur de façade. Ça, c'est possible, oui. Il faudra potentiellement déplacer les prises et les radiateurs qui sont sur cette paroi. Donc, ça demande des interventions de ces corps de métier-là, mais c'est possible d'isoler qu'une façade par l'intérieur sans toucher au reste de la maison. Alors, deux petites questions concernant les moulures qui avaient Juste, pas. juste encore une petite remarque. Donc, pour l'isolation de l'intérieur, comme disait Julien, il faut vraiment pas se lancer sans une étude. Donc, parce qu'il faut que le taux d'humidité soit pas dans l'air, soit pas trop important. Donc, il faut vraiment un bon système de ventilation et il faut aussi s'assurer que la façade ne soit pas perméable à la pluie et qu'elle soit perméable à la vapeur d'eau, qu'elle soit bien protégée contre les pluies battantes. Alors, je vais peut-être passer à la question qui a été posée, et qu'on a un petit peu abordée, mais c'est la question du permis d'urbanisme. Est-ce qu'il faut un permis d'urbanisme pour isoler les façades extérieures, c'est une façade non classée? Et quid si le permis est refusé? Comment est-ce qu'on fait alors? Je réponds, je réponds, c'est bien sûr. Oui, tu peux répondre. Et donc, il y a un arrêté mine importance en région bruxelloise qui permet d'isoler sans permis, mais il y a comme des conditions, il faut bien les lire. Grosso modo, c'est une façade qui n'est pas visible depuis l'espace public et qui ne nécessite aucune dérogation. Donc, la dérogation qu'on voit en premier, c'est lorsqu'on a ligne au voisin et que l'isolant qu'on met en place va faire en sorte qu'elle est plus profond que lui, ben, c'est déjà une dérogation. Sachez qu'en façade arrière, pour les façades qui ne sont pas visibles depuis l'espace public, j'ai rarement eu un refus de la commune pour l'isolation par l'extérieur. Même si le terrain n'était pas assez profond, qu'on rétrécit un petit peu ce jardin, j'ai rarement eu un refus pour ça. Par contre, en façade avant, là, c'est complètement différent. On recommande même aux maîtres d'ouvrage qui veulent acheter un bien, de potentiellement, si l'isolation était essentielle pour eux et que par l'intérieur, c'est pas possible, potentiellement, aller discuter avec la commune, avoir un premier avis avant d'acheter la maison. C'est pas facile, on a tellement d'autres points à faire que c'est compliqué. Mais lorsqu'on met en place des projets d'isolation de façade à la rue, dans un jardinet avant, là où typiquement on n'empiète pas sur l'espace public, on va quand même discuter avec la commune avant de déposer un permis. Est-ce que ce projet a des chances de passer ou pas du tout? Mais je vous le dis, moi je pense que cette thématique va un peu évoluer dans les prochaines années. On sent vraiment que cette alliance rénovation en train un peu de rebattre un peu les cartes de ce qui est possible ou pas à faire en isolé tout ça. Mais c'est vraiment mon point de vue de praticien. Donc, peut-être justement, question un peu par rapport aux perspectives. Donc, on nous demande un petit peu de rappeler quels sont les délais imposés par la région concernant l'isolation et l'atteinte du PEB exigé. Alors ça, si vous voulez, je peux répondre. Donc, d'ici 2030, il y aura 31 parce que c'est le 31 décembre 2030. Tout le monde aura l'obligation d'avoir un certificat PEB. Donc, et ce n'est qu'à partir de 2033 que tous les bâtiments devront atteindre la classe énergétique E, ce qui correspond à 275 kWh par mètre carré par an.
et d'ici 2045, tous les bâtiments devront atteindre, la classe C, ce qui correspond à 150 kWh par mètre carré par an. Donc attention à anticiper correctement parce qu'un projet, c'est un permis à déposer, ça prend du temps. Il ne faut pas dire que ça sera fait en 6 mois. Mais voilà, chacun fait comme il peut avec ses finances. Oui, et quelqu'un rappelait aussi que les règles aussi, il y a des personnes qui habitent en Wallonie ici, sont un peu différentes aussi. Donc Mhm. et là, la question a été posée vers qui on peut se tourner. Il y a les guichets d'énergie aussi qui sont accessibles, qui peuvent renseigner à ce niveau-là si nous avons parmi nous des personnes qui habitent en Wallonie. Petite question concernant les primes. Donc, est-ce qu'on a des informations sur 2025? Et est-ce que les primes pour l'isolation façade d'une maison mitoyenne de l'extérieur sont toujours accessibles? Donc comme je disais, elles sont accessibles actuellement et pour 2025, on n'a pas d'informations. Heu, voilà, on peut juste se dire que, le système de prime est une machine, compliquée à mettre en place et donc on peut se dire que ça va prendre quelques années avant que ça ne change. Les modalités vont peut-être, un petit peu changer, donc heu, les montants des primes, mais voilà, on espère quand même que le système sera maintenu encore en 2025. Pour l'instant, on n'a pas d'informations, concrètes là-dessus, malheureusement. Alors, une petite question concernant l'exemple que Julien a présenté avec les moulures. Donc, on demande d'une part si les moulures ne pourraient pas être simplement découpées et replacées au lieu de les refaire. Et puis, en même temps, la question aussi, c'était de savoir s'il était rédhibitoire d'interrompre l'isolation au niveau des moulures pour ne pas devoir les remplacer. Alors, si vous arrivez à les découper, oui, faites-le. Mais c'est pas facile. Elles sont quand même fixées. C'est du plâtre fixé au mur, donc c'est pas toujours si facile. Les vieilles moulures. Mais oui, si vous arrivez à le faire, tant mieux. Maintenant, dans des projets où les moulures sont moins... C'était des moulures fleuries, donc vraiment avec un décor particulier. On a des projets aujourd'hui, on va plutôt réfléchir même à l'isolation acoustique entre étages. Quand c'est des meubles appartements, typiquement, c'est maisons de maître qu'on divise. Et donc, on va refaire un faux plafond acoustique un peu plus bas, le temps de quoi pouvoir suspendre la nappe. Donc, on va perdre les vieilles moulures, mais on va remettre des nouvelles linéaires qui se trouvent vraiment facilement sur le marché, en plâtre ou en frigolite, ça se retrouve facilement. Pour moi, la moulure, c'est juste une petite anecdote, mais il ne faut pas se baser là-dessus. Et la seconde question, c'était... Est-ce qu'il aurait euh, été rédhibitoire d'arrêter l'isolation au niveau des moulures pour ne pas euh, devoir les refaire? Enfin, voilà. alors, localement, là, l'idéal, c'est quand même d'isoler en face du pied de façade jusqu'en haut en passant à travers les planchers, mais Euh, ce que ça pourrait amener, c'est que finalement, pour l'instant, on a une façade isolée qui n'est pas isolée. Donc, cette façade est froide partout, donc ça ne condense pas à un endroit particulier. Lorsqu'on isole une façade complètement, mais qu'on laisse à un endroit non isolé, potentiellement, la condensation va peut-être plus se marquer là. On va finalement amener à ce que toute l'air humide aille sur cette petite surface non isolée. Peut-être ça, mais à nouveau, l'isolation par l'intérieur ne fait pas Ouais. sans être accompagnée correctement. Alors, il y a encore une question concernant l'isolation par l'intérieur. Je vais quand même la poser. Euh, Dans le cas d'une maison de maître bruxelloise avec une façade en briques de 40 centimètres pleine en briques cuites, n'est-il pas déconseillé d'isoler par l'intérieur avec du PUR ou PIR? On risque de perdre la qualité perspirante de ce type de mur. Je pense qu'on y a un peu répondu, mais Tout à fait, oui, mais donc dans le projet Luther, on l'a fait pour l'exemple. Arrivé à du passif, on l'a fait via l'étude Woofy et on a pu prouver que c'était limite relativement risqué. On a mis voilà, la façade de recouvert d'un enduit, à l'intérieur on a mis un frein vapeur, on a testé tout ça. J'aurais tendance à dire qu'il ne faudrait pas imaginer ça partout. Préférer plutôt des matériaux qui perspirent, qui laissent passer cette humidité dans le complexe de mur. Juste en met la première une petite seconde. Oui, ouais. et puis ça dépend aussi fort de l'extérieur. Donc, est-ce que la brique est lisse? Est-ce qu'elle est gélive ou pas? Donc il faut regarder aussi surtout comment ça se passe, côté extérieur, quoi. Si, hem, si le mur pourra sécher vers l'extérieur. Ouais. Alors, petite question concernant le liège. Est-ce qu'on peut l'utiliser en soubassement? Oui, le liège est résistant à l'humidité. On peut le trouver comme isolant à beaucoup d'endroits différents, toiture plate, sous-sol, ainsi de suite. Attention, le liège se raréfie et le prix a fortement augmenté ces derniers temps. Donc, oui, ça peut être imaginé en soubassement. Attention, il y a quand même un débat.
Mal exprimé. On se pose la question, on entend que de plus en plus d'insectes lignivores, je crois qu'on appelle ça, enfin, xylophages, qui ceux qui mangent le bois, Mmh. commencent doucement à remonter un peu du sud de l'Europe. Et donc, c'est des vers qui mangent les troncs d'arbres. Et donc, on se pose la question si le jour où ils seront à notre hauteur, qu'il y en aura des grandes quantités, est-ce qu'ils risquent pas dans le sol grignoter ce liège et puis grignoter les isolation de la façade, c'est en fibre de bois. C'est pour ça que nous préconise plus, enfin, dans nos projets à ce stade-ci, on préconise d'avoir quand même la partie en contact avec le sol qui ne soit pas d'un bon appétit pour les insectes. Mais voilà, c'est vraiment plutôt par échange avec d'autres personnes du métier. Alors, toujours une question sur l'isolation. Est-ce que l'isolation a une durée de vie? Et si oui, quelle est la durée de vie moyenne? Mais j'imagine que ça dépend des techniques aussi. Oui, je pense qu'à partir du moment où l'isolant est bien protégé, qu'il n'y a pas de raison qu'il s'altère, c'est surtout, la pluie, enfin l'humidité, ou un impact sur un isolant qui dégradera l'isolation. Mais s'il est bien encapsulé, il a une durée de vie qui peut être très, très longue, je pense. Mhm. Mmh. Une bonne mise en œuvre est importante aussi. Ouais. Alors, quel type d'isolant est-ce qu'on recommanderait pour isoler une coulisse et quelle technique? Ce qui s'utilise aujourd'hui, mais je maîtrise un peu moins, Sophie, je pensais de l'EPS, des petites billes de polystyrène et de la fibre, de la fibre minérale, un truc comme ça. Je pense que c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Oui, on voit ces choses-là, et c'est vrai que je ne sais pas exactement, il y a différents matériaux, mais c'est assez, il y a pas tellement Je vois, de hein. possibilités, mais oui, Ouais. en tout cas au niveau écologique, il y a pas grand-chose. Attention, il faut pas que ça puisse transférer l'humidité. Donc, si la brique de parement est humide, le but de la coulisse, c'est de faire en sorte la brique humide ne transmette pas son humidité sur le mur intérieur. Donc, on va éviter des éléments qui ont de la capillarité, comme la cellulose. On a déjà eu des clients qui demandaient si on peut mettre de la cellulose dans la coulisse. C'est pas recommandé. La cellulose va potentiellement pomper l'eau qui est dans la brique de parement. C'est pas très grave qu'il y ait de l'eau dans la brique de parement, mais va la transmettre à votre mur intérieur et donc va humidifier le mur intérieur. Alors, petite question ici, le retour d'isolation par l'intérieur sur les murs intérieurs est-il obligatoire pour les normes PEB? Je réponds, ça veut dire. Donc, pas pour la PEB en rénovation. En fait, en PEB, il y a différents formats euh, si vous avez un permis à introduire, vous êtes soumis à l'obligation PEB. Cette PEB, il y a différents formats. Vous faites un bâtiment neuf, un bâtiment assimilé du neuf, la rénovation lourde et la rénovation simple. La plupart des projets qu'on va voir dans ce type, c'est la rénovation simple ou lourde. Dans ces cas-là, on n'a pas calculé les ponts thermiques. Par contre, c'est un bon indicateur. Le pont thermique PEB permet de comme de se dire, ouf, là, le pont thermique PEB n'est pas résolu. Je ne réponds pas à les quelques règles de base de la PEB. Est-ce que c'est problématique pour mon bâtiment ou pas? C'est quand même une bonne grille de lecture, mais après, on ne doit pas les résoudre pour la PEB. En cas de rénovation simple et lourde, et pour les autres cas, assimilés du neuf et bâtiment neuf, on peuvent rester des ponts thermiques, mais on va les encoder dans le logiciel et la valeur qui est permise par ce pont thermique. Ça répond à la question. Mmh. Alors, question copropriété, que faire si tous les copropriétaires veulent isoler sauf un? Est-ce qu'on a un recours par rapport à ça? Comment s'en sortir? Question complexe. Oui, Heu, oui. Alors je me demande si, il faut, une majorité, absolue, ou bien l'unanimité. Mais je pense que si avec une majorité absolue, vous pouvez déjà décider de travaux, d'isolation. Il faut que je fasse une petite recherche par rapport à ça. Quelle majorité il faut? oui, D'après un ma nou séminaire récemment Révolution et ça avait été débattu, mais je me souviens plus du contenu, mais ça pourra se retrouver sur le séminaire Révolution. Ouais, Euh, ouais. S'il faut, je peux retrouver le lien et vous l'envoyer. Ok. Alors, question concernant les câbles Proximus qui courent le long des murs quand on isole sa façade, que faire avec ces câbles? Bonne question. Est-ce qu'on a déjà eu le cas? Moi, je pense qu'en tout cas, il faut les déplacer, mais je ne pense pas que vous puissiez le faire vous-même. Il faudra potentiellement que Proximus vienne les décrocher et les remettre. On a une fois le cas, mais c'est pas moi qui ai géré le dossier, donc je ne me souviens pas. Mais oui, je pense qu'il a fallu les décrocher et les remettre après la mise en œuvre de l'isolant par l'extérieur. Par l'intérieur, ça ne pose pas de problème. Alors, concernant ici l'isolation du pignon, mais ça, je pense qu'on y a répondu. Donc,
Mon pignon est partiellement isolé du toit jusqu'au premier étage. Cette isolation date d'un ancien propriétaire. Le propriétaire voisin s'oppose pour l'instant à la complétion de l'isolation pour qu'elle atteigne le rez-de-chaussée. D'un point de vue juridique, est-ce qu'ils peuvent s'opposer à ce que nous complétions partiellement ou totalement l'isolation, sachant que l'empiètement est déjà effectif à partir du premier étage? Oui, c'est une négociation, hein, mais le voisin il peut refuser s'il le veut. Alors après, il faut voir est-ce qu'il a une raison, valable pour refuser, et si vous pensez que la raison n'est pas valable, vous pouvez toujours, aller devant un juge de paix. Mais a priori, le voisin peut refuser. Alors, concernant les primes, les mètres carrés sont calculés en fonction des surfaces brutes. Qu'en est-il des primes? Oui, c'est pareil, donc ils vont pas, déduire les baies parce qu'on considère que le prix va augmenter aussi, quand on doit gérer les détails des baies. Ouais, ouais. D'accord, j'apprends quelque chose. Ouais, voilà. Et après, oui, si, on a une façade avec, en fait, ils vont surtout se baser sur les mètres carrés, annoncés par l'entrepreneur, quoi. Ouais. Ce qui a été mis en œuvre maintenant. Mmh. Mais lui, dans ses prix, il va parfois Oui, il va oui. calculer, Ça à englobe, sa manière. Alors, on avance, mais il y a encore pas mal de questions. On n'arrivera sans doute pas au bout, désolé. Dans le cas d'une isolation par l'intérieur en liège sur façade avant, la descente de l'isolant entre les gîtes de plancher a-t-il une forte importance? Cela n'augmente-t-il pas l'effet pont thermique sur la tête de gîte entrant dans le mur de façade? C'est assez technique. mais par l'intérieur, oui, mais nouveau, à vous les intérieurs, faites-vous accompagner. Je ne peux pas répondre à ça. Et je n'ai même plus, moi, le logiciel au bureau. Je fais appel à un bureau d'études pour faire ces études Wi-Fi. Voilà. Voilà. Mais il y a encore une question par rapport à un projet d'isolation par l'intérieur, mais donc là, effectivement, il vaut mieux se faire accompagner. Oui. Donc là, je vais peut-être pas la poser. Euh, alors. Il y a une demande de savoir si on pouvait obtenir les fiches de HomeGrid autrement qu'en ligne. Est-ce qu'elles sont disponibles ailleurs? Oui, vous pouvez passer dans notre, guichet d'information, et là, toutes les brochures sont disponibles, et si vous le souhaitez, on peut imprimer les infofiches que vous voulez. Alors, c'est une petite question pignon. Concernant l'isolation du pignon, mon voisin a isolé son pignon qui est plus haut que ma toiture. Dans le projet de rénover ma toiture par l'extérieur, l'isolant de 14 centimètres dépassera son isolant. Est-ce qu'on peut faire placer des solins sur isolant ou est-ce qu'il faut lui demander d'enlever son isolant? Alors, j'ai pas tout à fait compris la question. Donc on a, un mur Attends, qui a été déjà isolé? Oui? Oui, c'est ça. Et donc la personne ici voudrait isoler rénover et isoler sa toiture par l'extérieur avec un isolant de 14 centimètres. Si je comprends bien, son isolant va arriver plus haut que l'isolant du voisin sur le pignon. Voilà, Euh, donc est-ce oui. qu'on peut mettre des solins sur l'isolant? Est-ce qu'il faut lui demander de démonter son isolant, j'imagine, pour pouvoir arriver au même niveau? Alors, donc là, c'est pas mal s'il peut, parce que là, on a une continuité entre l'isolation de la toiture et du mur, et donc oui, il faut faire un solin qui fera un raccord entre, la toiture et l'isolation. Maintenant, Julien, concrètement, est-ce que vous avez déjà eu ces cas-là? Oui, j'ai du mal à complètement interpréter la question. Il est déjà tard et j'ai eu pas mal de réunions, mais oui, il n'est pas toujours nécessaire d'enlever l'isolant du voisin. Il faudrait avoir le détail analysé, mais il faut trouver un bon raccord à cet endroit-là, une étanchéité. Ce qu'il faut surtout assurer, c'est que les deux isolants se touchent, peu importe lequel touche. Est-ce que c'est comme ça ou est-ce que c'est comme ça, je ne crois pas que c'est si important. Et assurer l'étanchéité du raccord, l'étanchéité à l'eau, pour moi, c'est essentiel. Après, c'est un peu moins esthétique dans un sens que dans l'autre, mais sincèrement, quand nous sommes à Pignon, on est déjà bien content de pouvoir le faire et on essaie de limiter les coûts aussi. Donc c'est mieux de le laisser en place et d'avoir un bon raccord, et donc il faut vraiment pas, Mm. ce serait, on créerait un pont thermique si on enlève l'isolant. Oui, Donc, oui, j'ai du mal à interpréter complètement la phrase, mais oui. il y a encore pas mal de questions pour l'isolation par l'intérieur, mais donc ça, on ne va pas pouvoir y répondre ici, malheureusement. Le prix indicatif donné lors de la présentation, donc j'imagine que c'est Sophie, 250 euros par mètre carré de la surface mesurée, comprend-elle les fenêtres? Oui, c'est la même question que Oui, c'est ça. c'est un prix à la grosse louche, donc de nouveau là, il faudra voir, À mais 250 € le mètre carré, c'est l'isolant, c'est pas le châssis.
Un Non, châssis, non. aujourd'hui, on est entre 800 et 1500 euros le mètre carré. Mhm. Mais ça, c'est difficile. Quel type de châssis ils veulent? Est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas? C'est toujours difficile à dire. Mais pour l'isolation de façade, le prix annoncé est juste. Alors, il y a trois questions PEB, je vais les grouper et je pense que ce sera malheureusement la dernière puisqu'on est arrivé au bout du temps. Alors, quelqu'un s'étonne que les normes PEB varient en fonction des certificateurs. Est-ce qu'il y a des normes qui sont en place? Et en même temps, on demande aussi quel est un peu le coût d'un PEB pour une petite copropriété. Bon, j'imagine que c'est assez difficile à dire. Et pour terminer, on se demande si l'outil PEB va évoluer dans les années à venir parce qu'il n'a pas beaucoup bougé ces dernières années. Comme- Ouais. 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 Donc, la PEB pour une petite copropriété, les certificats se font en fait logement par logement. Donc on fait pas, ils font pas des certificats pour, un immeuble, dans sa globalité. Ça Mais il y a va quand même ouais. le facilitateur bâtiment durable, le facilitateur copropriété mis en place par Boston Environnement qui peut aider les copropriétés à partir d'une certaine taille à réfléchir, à donner un bilan, à donner des pistes de réflexion, comment isoler ce bâtiment. Ils essaient de faciliter la mise en place des projets de rénovation sur ces grosses copropriétés. Donc ça reste quand même intéressant. C'est pas un certificat, mais ça vous donne vraiment des bonnes pistes, des montants, des améliorations énergétiques possibles, et pour l'attention. Alors, c'est pas encore un projet, hein, mais ça vous donne déjà une première piste, un peu de matière concrète à discuter en AG. Oui et par rapport au prix, donc le prix, c'est pas une pour la copropriété, mais c'est par logement et là, il faut compter entre 150, 250 en fonction des documents qu'il y a, à la disponibilité du certificateur. Mais oui, si les plans existent déjà, il y aura moins de travail de mesurage, voilà, ça peut varier. Ok. Ben, je pense qu'on va en terminer là, vu que le temps est écoulé. Euh, je vous remercie en tout cas de vous être prêté au jeu des questions-réponses, hein, donc c'est quand même pas un exercice facile, vu le nombre de questions. Désolé pour ceux auxquels on n'a pas répondu, les questions auxquelles on n'a pas répondu. En tout cas, je pense que si on doit retenir quelque chose, c'est isolation par l'intérieur, faites-vous accompagner, c'est relativement technique et ne vous lancez pas tête baissée. HomeGrade est là pour conseiller et pour vous accompagner, en tout cas, pour relayer l'information. Et des évolutions viendront sûrement dans les années à venir, donc on restera attentif au sujet. Peut-être qu'on consacrera un webinaire à la question dans les années à venir. Voilà, ben donc je vous remercie en tout cas à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.